7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Alors que le déficit public de la France atteint son paroxysme, alors que nous sommes passés en vigilance attentat face au risque d'une attaque terroriste sur le sol français, alors que le ras-le-bol se fait entendre dans tous les pays entre les fins de mois et l'inquiétude liée à l'insécurité dans tout le pays, la préparation des Jeux Olympiques bat son plein, les aberrations s'enchaînent, les angoisses se multiplient. Non seulement les riverains parisiens voient les complications à venir, mais le reste du pays en sera tout bonnement exclu. Les touristes dépouillés et les policiers appelés à la mobilisation durant les Jeux sont quant à eux déjà excédés. Tous les signaux semblent rouges et c'est notamment ce qu'a choisi de dévoiler l'émission Complément d'enquête qui sera dévoilée ce soir. Elle s'attaque aux rémunérations exorbitantes des membres du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. A-t-elle raison de tirer la sonnette d'alarme ? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Quentin Auster, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles Région, auteur d'une grande enquête sur les Jeux Olympiques. Et Cyril Aymar-Duncker, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien policier, conseiller régional du Centre Val-de-Loire. Quentin Auster, en octobre, vous publiez chez Valeurs Actuelles avec votre confrère Édouard Roux un dossier noir des Jeux Olympiques. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est une longue enquête de plusieurs mois dans laquelle nous compilons l'ensemble des alertes qui ont été émises depuis maintenant quelques années sur l'organisation des Jeux Olympiques, sur le plan budgétaire, sur le plan logistique, sur le plan sécuritaire, puisque c'est quand même le gros point noir. Et malheureusement, on voit que cette enquête, je ne dirais pas est obsolète, mais est alimentée chaque jour en fait par de nouveaux éléments qui abondent dans notre sens, qui est celui de dire non pas que ces JO vont être inévitablement un échec et qui n'était pas forcément pas à faire, mais que tous les professionnels de l'organisation, de la sécurité, élus, politiques, aux fonctionnaires, tous les gens sérieux ont émis un certain nombre d'alertes depuis des années qui auraient dû imposer un peu de prudence aux politiques, mais ça on y reviendra après, je pense, en détail. Oui. Alors, les équipes de complément d'enquête ont également mis la main sur plusieurs documents qui montrent que ces Jeux Olympiques sont, pour certains dirigeants du comité d'organisation, particulièrement rémunérateurs. Parmi ces documents figure une note budgétaire interne datée du 11 décembre dernier et à destination du conseil d'administration du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette phrase était trop longue. Les 106 pages détaillent les dépenses du comité, notamment le budget consacré à la masse salariale globale pour toute la durée d'organisation des Jeux. L'estimation est de 584,8 millions d'euros. Ça vous choque, Cyril Aymar-Duncker ? Un petit peu, parce que même si aujourd'hui il est interdit de faire une analogie entre la Grèce et la France par rapport aux suites qu'ont amené l'organisation fastueuse des Jeux Olympiques grecs, on demande aux Français de faire des économies. On nous annonce qu'il va falloir faire 10 milliards d'économies, puis 20 milliards, et on continue. Et là, on voit qu'on dépense sans compter, on met plus d'un demi-milliard dans de la masse salariale, et on a un coût des Jeux qui va être d'environ 3 à 5 milliards. C'est ce qui a été annoncé en termes d'argent public par le premier président de la Cour des comptes. Oui. Et force est quand même de constater que si on fait ça, ça n'est pas tellement pour les Français, d'ailleurs ça ne va pas profiter aux Français. Moi j'ai plus le sentiment qu'on fait ça pour divertir les émirs des pétromonarchies, leurs petits cousins de banlieue du 93, et ensuite on va nous dire il faut faire des économies, et quand on va faire des économies, c'est pas sur la politique de la ville qu'on va aller les faire, on va aller les faire plutôt sur nos paysans, sur la ruralité, on va augmenter les impôts et les taxes pour les classes moyennes. Donc, je suis quand même, moi, un petit peu choqué par l'investissement qui est fait par la France sur ces Jeux Olympiques, par les choix qui ont été faits. Et je suis assez dubitatif sur la suite et sur les retombées économiques positives que c'est censé nous apporter. Ouais. Quentin Auster, je vous ai vu acquiescer un petit peu, vous êtes d'accord ? Oui. Sur le montant des salaires, il faut savoir que l'Agence anticorruption avait édité un rapport en 2021 de mémoire qu'on avait cité dans notre enquête avec Édouard Roux, qui indiquait que les salaires des dirigeants du COJO, donc c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques, et la Solideo, c'est l'autre organisme qui organise, les infrastructures d'accueil des Jeux Olympiques, était très élevé en comparaison d'entreprises privées de taille équivalente. Après, je ne voudrais pas non plus tomber dans la démagogie de dire les gens sont trop payés.
Oui. Ils sont essentiellement payés par de l'argent privé, donc on va dire ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que là où on peut s'interroger, c'est sur le rapport entre leur rémunération et les résultats qu'ils obtiennent. Puisque il faut savoir que, alors, complément d'enquête, j'ai vu a sorti quelques chiffres, nous on en avait sorti aussi. Le salaire de Tony Estanguet, par exemple, c'est Oui, 260 000 euros par on an. va en parler effectivement. Au moment des JO, il aura environ 4000 salariés à sa charge, donc ça peut se justifier, mais pendant la plus grande majeure, enfin, la plus grande partie du temps de l'organisation de ces JO qui ont été actés en 2017, le comité d'organisation, c'était seulement une quarantaine de salariés. Donc on peut se questionner sur le salaire et surtout, j'allais y venir, sur les résultats, puisque on voit qu'à quelques mois des JO, la cérémonie d'ouverture qui est une folie criminelle, hein, ça c'est les termes employés par Alain Bauer sur le Mm. plan logistique et sécuritaire, bah, n'est toujours pas prête. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai appris que la DGSI va briefer Gérald Darmanin pour essayer de le convaincre de renoncer à cette scénographie et de trouver un plan B. Oh là là. On voit qu'on déloge des étudiants de leur logement Crous. On voit que le plan de transport n'est pas complètement acté, que des infrastructures qui étaient promises lors de la candidature en 2017 ne sont toujours pas mises en service. Donc il y a toute une succession de points noirs qui fait que bon, on peut légitimement quand même se questionner sur le montant des salaires, surtout, et là c'est ce qu'a dit mon collègue, l'argent public va arriver pour éponger une partie des budgets qui ont été sous-évalués. Mm. Au départ, le coût de ces jeux, c'était environ 8 milliards d'euros. Non, même moins, c'était 6 milliards au tout début. Après, d'année en année, on augmente et en prévisionnel, on sera à plus de 10 milliards. Ouais. Et sachant que, comme je le disais, c'était essentiellement des fonds privés qui les financent, mais après, il y a l'État derrière qui donne sa garantie. Et la garantie de l'État, là aussi, elle est constamment relevée pour éponger la dette enfin, le dérapage budgétaire laissé par les JO qui avait été mal Ouais. évalué à cause de la sous-évaluation Alors des Quentin budgets. Auster, on poursuit cet entretien juste après le bulletin d'actualité parce qu'il est 8 heures. Ligne droite, Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. la table ronde. Alors, on parle, je vous ai interrompu, pardon, Quentin Auster, tout à l'heure. On parlait des salaires, du coût de ces Jeux Olympiques, du salaire notamment de Tony Estanguet, qui s'élève, je crois, maintenant à 300 000 euros. L'intéressé s'en est expliqué hier devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Il dit, je cite, « Le montant de la masse salariale est aujourd'hui de 584 millions d'euros, ce qui représente 13% du budget du comité, plutôt inférieur par rapport au dernier comité d'organisation des Jeux et à beaucoup d'entreprises. Donc finalement, pourquoi s'en faire ? Il poursuit en expliquant que ce qui est demandé à cette équipe, c'est de faire face à ce qui n'a jamais été fait dans ce pays, avec des compétences très recherchées. Êtes-vous convaincu par ces justifications, Cyril Emardinquer déjà ? Ah, ou Quentin, pour poursuivre peut-être ce que vous disiez tout à l'heure Oui, d'abord. je vais aller rapidement parce que j'étais un peu long auparavant. Non, je vous en prie. En principe, quand on a des primes ou des hausses de salaire comme ça sur la fin d'une mission, puisque c'est ce qui est le cas au comité olympique, bah, c'est quand on obtient des résultats. Sauf que, comme je le disais, les résultats ne sont pas du tout au rendez-vous, donc je trouve ça effectivement un peu choquant, quoique, encore une fois, c'est des fonds privés qui financent leur salaire, et il faudra voir, là où ce qui sera vraiment intéressant, c'est de voir quelle est la part d'argent public qui va venir rémunérer ces dirigeants pour le moins incompétents. Cyril Emardinquer. Je dirais exactement la même chose. C'est qu'en fait, tant que c'est de l'argent privé, quelque part, on s'en moque un peu. Mais par contre, dès lors où ça touche l'argent public et les finances des Français, là, ça pose un problème d'éthique. Et moi, voir de tels salaires pour des objectifs qui sont loin d'être atteints et qui ne le seront, je pense, jamais. Excusez-moi d'être défaitiste, mais moi, j'ai quitté le pays des bisounours il y a bien longtemps. Honnêtement, ça me laisse assez rêveur. Ouais. Il faut voir en plus qu'au-delà des effectifs qui l'encadrent, on a quand même d'autres problèmes qui sont liés à l'organisation des Jeux et notamment l'aspect sécuritaire.
vous allez certainement aborder par la suite. Mais Oui. cet aspect-là, il est à prendre en compte. Et si un jour, à l'issue, on fait un peu de comptabilité analytique et qu'on regarde combien auront coûté les JO de Paris par rapport au nombre de participants ou même par rapport, ne serait-ce qu'au nombre de personnes avec des billets payants, parce on va exclure de là la gratuité, je pense qu'on va avoir un coût astronomique. Mm. Et c'est là où on se rendra compte que l'opération n'était absolument pas rentable. Alors il y a aussi le sujet de la cérémonie d'ouverture réservée aux privilégiés. 220 000 places ont été offertes par l'Élysée, plus 30 000 aux habitants du 93, et les 100 000 dernières s'envolent à des milliers d'euros. Je vous laisse imaginer la gueule du public. En gros, les ruraux, les gens des classes moyennes, le peuple français est exclu. Comment observez-vous cela, Cyril Emardincker? Bon, j'ai envie de dire c'est très franco-français. En tout cas, c'est très macroniste comme approche des choses. C'est-à-dire qu'il n'y en a que pour les extrêmement riches et ceux qui pratiquent le séparatisme dans leur cité. Parce qu'il faut bien les occuper, les pauvres petits. Donc, on leur donne l'opportunité d'avoir accès à des choses qui sont impossibles d'accès aux Français classiques. On est dans un pays où les inégalités sont devenues, hélas, presque la norme, et où, à vouloir faire du en même temps, ben, en fait, on ne permet qu'aux minorités, mais pas les minorités qui sont Mm. discriminées, non, qu'aux minorités extrêmement riches de profiter, et pour y mettre un peu d'éthique, comme je le disais tout à l'heure, on va prendre quelques personnes issues de quartiers dits populaires pour essayer de rééquilibrer un petit peu. Le problème, c'est que la France, c'est tous ceux qui sont au milieu, c'est tous ceux qui sont exclus de ça. Mm. Quentin Auster, Marion Maréchal déclarait sur Sud Radio: avec les JO 2024, on a l'impression que ce n'est pas la France qui est mise au centre du monde, mais la Seine-Saint-Denis. Le reste de la France, comme Orléans, sert à répartir les migrants qu'on ne veut pas dans le 93. Alors, vous êtes journaliste, je ne vais pas vous demander si vous êtes d'accord avec Marion Maréchal, mais est-ce que c'est un constat que vous auriez pu faire dans votre enquête déjà, puis un constat que vous faites tout simplement dans le cadre de vos expertises, j'allais dire? Une des promesses du comité d'organisation en amont de ces Jeux, ça a été de dire ce seront des Jeux pour tous, ouverts à tous, inclusifs, etc. Mm. Bon, la cérémonie d'ouverture, qui est quand même un symbole, sera tout sauf ouverte à tous. Il faut savoir que depuis le début, l'organisation de cette cérémonie fait l'objet d'un bras de fer entre, d'un côté, la mairie de Paris et l'Élysée, Mm. qui est très maximaliste, qui veut, alors il voulait 600, 800 000 spectateurs, et de l'autre, les services de sécurité, donc Beauvau, l'intérieur, les renseignements, la préfecture de police, dont Didier Lallemand, qui à l'époque disait aux politiques qu'il avait en face de lui, c'est parfaitement inconscient de faire une cérémonie de ce type, puisque ça va être la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques qu'on va organiser une cérémonie d'ouverture dans un lieu ouvert, un espace public sur 6 kilomètres de Seine, avec autant de surface des deux côtés à surveiller, des appartements et des bâtiments qui donnent sur la Seine à investir, à surveiller. Donc ça, autant dire que ça va être quasiment impossible, ou alors il va falloir déployer d'immenses moyens. Mm. Euh, et donc c'est pas, enfin voilà, depuis le début on nous dit que c'est pas à faire. Ensuite, ça c'est le point de vue de sécurité. Sur le point de vue de la logistique, comme en plus c'est très compliqué d'un point de vue sécuritaire à organiser, la jauge ne fait que baisser. On est passé de 800 à 600 000. Aujourd'hui, on sera plus probablement autour des 300 000 spectateurs. Et pour les 300 000 spectateurs, alors il y aura, comme on l'a appris il y a quelques jours, une partie des billets, même si ce sera assez marginal, qui sera, alors je ne sais pas comment, donné par tirage au sort à une partie de la population en Seine-Saint-Denis pour montrer un visage un peu diversitaire, comme on dit. Et puis après, le reste, ce sera des invités triés sur le volet, sélectionnés par les collectivités, par l'État, par les partenaires de l'événement. Et puis après, on a vu des billets extrêmement chers, 2 000 à 3 000 euros. Et ce qui est le plus choquant à la limite, c'est que on privatise d'une certaine manière l'espace public et qu'on fait payer l'accès à l'espace public à des Parisiens, à des Français qui normalement peuvent y déambuler parfaitement librement. Alors qu'on aurait pu organiser ces jeux de manière beaucoup plus sereine et sécuritaire
dans un stade ou Oui. dans un espace clos, comme on le fait tout le temps, en tout temps dans l'histoire des Jeux Oui, Olympiques. et c'est peut-être ce qui va se passer, parce que vous nous disiez tout à l'heure que la DGSI tentait effectivement de convaincre Gérald Darmanin Oui, de ne pas organiser en la... fait, il y a beaucoup de professionnels de sécurité qui, depuis un moment, parlent d'organiser un plan B. Alors, Tony Estanguet, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, qui elle aussi est très maximaliste, ont refusé cette option catégoriquement il y a encore quelques mois. Mm. Et là, on voit que, alors que les Jeux approchent à grande vitesse et que rien de cette organisation n'est encore prêt, ils commencent à concéder un peu de terrain aux voies réalistes et à dire, bon, ok, on va peut-être commencer à réfléchir à un plan B. J'ai l'impression, des éléments qui nous parviennent en ce moment, que c'est en train de devenir une option sérieuse et que peut-être, finalement, on n'aura pas de cérémonie d'ouverture sur la scène. À Mm. suivre. Alors, Laurent Nunez, préfet de Paris, était aussi auditionné à l'Assemblée nationale le 20 mars et invité au CRSI, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, pour aborder la préparation des Jeux Olympiques avec un discours plus qu'ambigu, à la fois inquiet, mais pas trop, pas habitué à ce genre d'événement, il faut bien le dire. Cyril Hemardincker, êtes-vous inquiet, vous, sur la sécurité des Jeux Olympiques ? Oui, énormément. Parce que le fait, comme ça vient d'être dit précédemment, le fait que ce soit sur un espace public aussi grand en termes de zones à sécuriser, avec autant de bâtiments privés sur lesquels nous ne pouvons pas avoir la main entièrement, il est très facile, dès aujourd'hui, de mettre en place un plan d'action terroriste. Et dès lors où on n'aura pas une personne qui sera en lien avec d'autres, c'est-à-dire que si on a des loups solitaires qui viennent et qui veulent commettre leur acte tout seuls, ils sont très difficiles à repérer et ils ont tout le temps là de s'organiser, de mettre en place tranquillement leur logistique et de pouvoir passer à l'action. Le problème qu'il y a, c'est que quand on fait des cérémonies comme ça à l'extérieur, sur autant de kilomètres carrés, c'est quasiment impossible, même à mettre un policier pour 10 participants, de tout sécuriser, parce que vous avez énormément de points hauts, même s'il y aura certainement une surveillance via des drones de la police, il y aura également des canons anti-drones pour éviter ceux qui pourraient venir de l'extérieur. Le climat, le contexte actuel en France et la menace terroriste qui est bien réelle aujourd'hui en France, à mon avis, rend impensable ce type de manifestation. Et quand on voit Laurent Nunez qui, oui, est tantôt rassurant, mais tantôt très gêné par rapport à la situation, c'est parce qu'il a d'un côté un message politique à faire passer où il doit crédibiliser l'action du gouvernement, puisque le préfet de police de Paris, c'est quand même un petit gouverneur local, Et d'un autre côté, il a aussi ses propres agents de renseignement de la DRPP qui ne peuvent que le mettre au courant de la réalité de la menace terroriste sur son territoire et également des risques sécuritaires qui sont liés à la configuration des lieux. Je ne pense pas, hélas, que l'on fasse marche arrière parce que je pense que politiquement, ça serait un trop gros aveu d'échec. Ouais. Et donc, comme on est souvent dans la fuite en avant, on va continuer et il en coûtera ce qu'il en coûtera. Mais je suis particulièrement inquiet pour ce qu'il peut se passer ce jour-là et je pense que à l'instant T, on ne peut que prier pour que tout se passe bien, mais on est sur quelque chose de très, très, très aléatoire. Je voudrais vous faire écouter une intervention de Thibaut de Montbrial, justement avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, le CRSI. Écoutez. Il y a une vraie menace pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'en France aujourd'hui, nous savons que pour tout un tas de raisons, il y a une menace élevée structurelle du terrorisme islamiste. Il y a également une menace de l'extrême gauche, une menace d'une forme d'écolo-terrorisme qui inquiète, même si on en parle moins, qui inquiète beaucoup les services. Et puis la deuxième raison, mais qui en réalité la raison mère, c'est que les Jeux Olympiques, c'est l'événement mondial qui est à la fois le plus suivi et auquel participent, c'est le seul, tous les pays du monde. C'est-à-dire que chaque pays va regarder les JO, mais surtout chaque pays va envoyer une délégation et un certain nombre de gens qui accompagneront du public, des journalistes, etc. Donc la France va littéralement, au sens propre, être le centre du monde pendant plusieurs semaines entre la fin du mois de juillet et le début du mois de septembre, si l'on compte les Jeux paralympiques.
Enjeu international, géopolitique, puisque la France va être au centre du monde effectivement pendant quelques semaines, pendant 3 mois même. Quentin Auster, vous, c'est évidemment un moment symbolique et important pour la France. Vous partagez aussi, vous, cette inquiétude évoquée par Cyril Aymar-Duncker et par Oui, bien Thibault de sûr. Montbrial, du coup. D'autant que, oui, voilà. En plus, Thibaut de Montbrial, on ne peut que le croire quand on l'écoute, puisque c'est quand même quelqu'un qui sait de quoi il parle. Sur l'aspect sécuritaire, je voudrais rajouter que l'attentat de Moscou nous a rappelé que organiser des grands événements, c'est toujours, on est toujours à la merci de l'idéologie islamiste et que, surtout quand ils veulent marquer les esprits, d'autant que ce sera l'événement le plus suivi de la planète, ça augmente la menace. Et puis, comme l'expliquait aussi par ailleurs Thibaut de Montbrial, il suffit qu'il y ait un seul type dans la foule qui sorte avec un drone Mm. voilà, Oui, un pour causer carnage. énormément de dégâts. Autre chose qu'on n'a pas dit, c'est que les effectifs de sécurité de forces intérieures sont très faibles en France, à tel point qu'on va devoir faire appel à des entreprises de sécurité privée pour compenser le manque d'effectifs Mm. sur le terrain à Paris et dans les épreuves, dans les villes qui organisent les épreuves, qu'on va devoir former sur le tard des étudiants ou des personnes qui, un peu rapidement, a des enjeux quand même assez élevés. Et surtout, on va déshabiller la province pour habiller Paris. Puisque cet été, ni les gendarmes ni les policiers ne pourront partir en vacances. Beaucoup seront appelés sur Paris et dans les villes organisatrices. Et ça va, à mon avis, mécaniquement faire augmenter l'insécurité, la délinquance dans les villes de province, comme on dit Oui. vulgairement, puisque l'attention en sera détournée vers Paris, où là aussi, la menace sécuritaire sera plus que jamais élevée. Ouais. Alors les policiers qui refusent d'être mobilisés à 100% cet été par le ministère de l'Intérieur pour assurer la sécurité, il y a des policiers, pas 100% évidemment, mais Gérald Darmanin avait décidé qu'il n'y aura pas de congé cet été pour les personnels du ministère de l'Intérieur durant toute la période des Jeux Olympiques. Les policiers tirent donc la sonnette d'alarme et appellent d'ailleurs à un jeudi noir à travers la France pour faire entendre leur voix. Cyril Aymar-Duncker ont-ils raison de se mobiliser, de s'inquiéter, de s'opposer à cette mobilisation à 100%? Oui, parce que les effectifs de police sont donc déjà très réduits en France, mais surtout, ils sont suremployés. Donc, les policiers n'en peuvent plus. Ça, c'est une réalité. La Mm. dernière fois où on a eu un gros paysage insurrectionnel en France, juste après l'affaire Naël, on avait mobilisé environ 50 000 personnes des forces de l'ordre pour pouvoir maintenir un petit peu l'ordre sur le territoire national. Pour vous faire une idée, là, on va avoir environ 45 000 policiers qui vont être mobilisés uniquement sur Paris, en permanence, en continu. Donc, on va déshabiller complètement la province. Il ne faut pas qu'il se passe quoi que ce soit à côté. Et de toute façon, on joue sur l'aspect éthique et déontologique de chaque fonctionnaire de police, c'est-à-dire que chacun a le choix soit de continuer à participer à sa mission de sécurisation du territoire et de sa population, soit de s'opposer, mais de laisser exposer à un risque énorme ses concitoyens. Et heureusement, les policiers sont des professionnels, ils prennent sur eux. Le problème, c'est que ça ne sont que des êtres humains. Donc, à force de prendre sur eux, au bout d'un moment, ils vont être faillibles, il va y avoir des burn-out, il va y avoir des divorces, il va y avoir énormément de difficultés, parce que le policier qui est séparé et qui, du coup, ne verra pas ses enfants dont il avait une garde alternée ou la moitié des vacances scolaires, du coup, il ne les verra pas, il ne pourra pas passer de temps avec eux. Les épouses qui avaient programmé des vacances et qui, du coup, ne pourront pas y aller, je pense que ça ne va pas mettre un bon climat à la maison. Et tout ça ne pourra pas être compensé qu'avec de l'argent. Or, le problème, c'est que le ministère de l'Intérieur et même les syndicats, et là, à ce moment-là, c'est un peu leur limite, n'arrivent pas à demander autre chose que des compensations financières. Or, on ne peut pas multiplier les êtres humains et les effectifs de police, même en ayant recours aux réservistes, même en faisant revenir les administratifs, à qui on a proposé aux administratifs du ministère de l'Intérieur de faire de la lutte contre les explosifs, en faisant de la fouille de sacs et autres, même en prenant tout ce qu'on peut trouver et tout et n'importe quoi, on n'y arrivera pas. C'est trop ambitieux, en fait. Donc, du coup,
Moi, je suis inquiet pour les policiers par rapport à ça, et je pense que la seule compensation financière ne suffira pas. Quentin Auster, la décision de permettre aux athlètes russes de concourir mais sous bannière neutre, bonne ou mauvaise décision? C'est compliqué de ne pas voir de la politique dans un événement sportif. Et en même temps, c'est compliqué de demander à une nation de ne pas venir avec son drapeau. Donc, bon, franchement, je ne suis Est-ce qu'on pas ne les vraiment pousse qualifié pas pour répondre à au cette boycott question. en Moi, je fait? trouve que ce serait indécent quand même de leur demander de ne pas venir avec leurs barrières, même si je peux comprendre la gêne qu'occasionnera auprès de certains de voir leur bannière à Paris ou lors des épreuves, tout comme la bannière de l'Arabie Saoudite ou d'autres bannières pourront déranger. Oui, Cyril Emardinquer. Moi, je trouve que c'est honteux parce que si chaque sportif ne peut pas être fier de représenter les couleurs de son pays, la participation aux Jeux Olympiques, pour moi, n'a aucun sens. En Mm. plus, là, on s'en prend donc à la Russie, mais pourquoi spécialement que la Russie? Je veux dire, il y a d'autres pays en guerre. En ce moment, on a une scène internationale qui est vraiment très, très, très empreinte à beaucoup de tensions. Notamment par exemple pour les sportifs israéliens. Moi, j'en suis à me poser la question, est-ce qu'on n'aura pas un nouveau Munich qui va arriver pendant ces JO de Paris? Mm. Donc, aller leur interdire de pouvoir être fiers de porter leurs couleurs pour des positions en plus qui, en soi, enfin moi, à titre personnel, que j'estime plus que douteuse, notre soutien comme ça aveugle à l'Ukraine face à la Russie, quand on voit les taux de corruption dans le pays, quand on voit la difficulté des relations russo-ukrainiennes, et là où le conflit a pris naissance, bon, honnêtement, je trouve que c'est une énième provocation de la France envers la Russie. On n'était plus à une près, hein, au point où on en est. Mais personnellement, moi, ça m'inquiète. En fait, la question, c'est parce qu'on peut soutenir l'Ukraine, on peut soutenir la Russie, ça c'est propre à chacun de décider quel camp il choisit, mais est-ce vraiment dans l'intérêt de la France, en tout cas, de prendre cette décision et de s'imposer comme espèce d'arbitre et uniquement, vous l'avez dit, en fait, concernant le conflit russo-ukrainien, parce que vous l'avez dit, il n'y a pas que ce conflit actuellement. Donc, est-ce Mais vraiment c'est à pas se la... poser en tant qu'arbitre, si vous me permettez, en fait, parce que là, du coup, on tape que sur la Russie. Est-ce qu'on a demandé aux Ukrainiens de passer sous drapeau neutre? Non. Donc, il y a un parti pris, hein, de ce fait. Et moi, je vois mal comment on peut motiver un sportif, quel qu'il soit, à participer à une compétition où il va vraiment devoir faire preuve d'abnégation, faire preuve de sacrifice pour donner le meilleur de lui-même, s'il ne le fait pas pour représenter les siens. Je veux Mm. dire, le sport, justement, ça véhicule cet aspect-là, un peu chauvin, qui fait qu'on est fier de faire la fierté de son peuple parce qu'on a réussi une performance sportive. Ça n'est pas qu'une action individualiste. Ou alors, si c'est que des actions individuelles où on s'autosatisfait de son propre résultat pour soi-même, on est loin de l'esprit des Jeux Olympiques. Oui, on Hein. participe aux Jeux Olympiques. Bah, c'est peut-être ça qu'ils cherchent finalement. Oui, peut-être que c'est l'idée, c'est de dégoûter les sportifs russes, parce que comme ça, au moins, on ne se pose pas la question, ils ne viennent pas, Mm. et on est tranquille, on les a zappés proprement en leur donnant l'opportunité de participer tout de même. Mais moi, je trouve ça quand même honteux. Alors, autre question hautement intellectuelle, côté culture, Aya Nakamura, chanteuse à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Quentin Auster, est-ce que, alors vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles en région, est-ce que vous avez eu des retours de certains Français? Est-ce que vous avez fait un micro-trottoir par exemple là-dessus? Est-ce que vous savez un peu ce que pensent les Français de cette décision? J'ai pas fait de micro-trottoir, mais de ce que j'en entends autour de moi, je pense que c'est la même chose qu'on entend à Paris. Moi, je vis à Bordeaux Mm. et je bouge pas mal. C'est que Aya Nakamura n'est pas la représentante la plus éclatante de la culture et de la langue française. D'ailleurs, tout le monde a compris que les textes de ses chansons ne sont pas vraiment en français. Et moi qui aime bien et qui écoute pas mal de chansons françaises, bon bah hier j'écoutais Nougaro par exemple, je me dis ça a Ah quand oui, on même en une est autre loin, allure que les textes de Aya Nakamura. Mais après tout dépend de l'image que l'on veut renvoyer de la France à l'international. Et finalement c'est bien dans l'air du temps. Et puis on pourra arguer que Aya Nakamura est une artiste internationalement connue, a beaucoup de ouais. succès.
Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est un critère suffisant pour choisir notre emblème, puisque ça va être un peu notre emblème, une cérémonie qui va être suivie par des milliards de téléspectateurs? J'en suis pas certain, non. Et puis, mais bon, je pense que l'essentiel a été dit déjà sur ce sujet. Oui, Cyril Hemardincker, je ne vous ai pas entendu sur ce sujet. Avez-vous révisé les paroles de Djadja et de Doudou? Cyril Hemardincker, j'attends votre réponse. Ouais, moi honnêtement, c'est vrai qu'elle coche tous les critères. Elle est une femme, elle est d'une origine non caucasienne, donc elle remplit beaucoup de critères pour correspondre à l'image qu'on vous donnait de la France aujourd'hui. J'étais agréablement surpris qu'on propose pas Bilal Hassani, mais aujourd'hui tout est fait pour déconstruire nos valeurs et l'image de ce qu'est à la base un Français. Donc, moi, je dis pourquoi pas, honnêtement, allons-y. Elle sera parfaitement représentative de la France aujourd'hui. C'est très bien. On sera vraiment les Jeux Olympiques de tous les excès. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette table ronde. Quentin Auster, je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles Région, auteur d'une grande enquête sur les Jeux Olympiques. Et Cyril Hemardincker, ancien policier, conseiller régional du Centre Val de Loire. Merci à tous les deux et à bientôt dans notre matinale.